Je propose, s'il n'y a pas plus de questions à ce stade-là, qu'on laisse la parole à Cécile Chevalier, qui est chargée de mission aide technique et habitat et co-auteur avec Philippe de Normandie du rapport des aides techniques pour l'autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées, une réforme structurelle, qui travaille à la CNSA et qui va nous apporter une information sur les différents travaux en cours et sur l'actualité du financement des aides techniques et en particulier les aides techniques numériques et technologiques, sachant que dans le rapport de Normandie, un accent avait été mis sur la nécessité de prendre en compte les besoins des personnes déficientes sensorielles en termes de financement d'aides techniques, donc déficience visuelle et auditive. Cécile, je te laisse la parole. C'est un petit peu impressionnant d'intervenir là maintenant parce qu'on a eu des sujets très technologiques. Je crains que vous ayez l'impression qu'on enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais malgré tout, c'est important de se dire peut-être qu'on partage certains constats. Et le premier constat qu'on doit partager, qui aujourd'hui vraiment est très très clair, est unanime, c'est le fait que quand on associe technique numérique et déficience visuelle, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est compliqué, il est à la fois en fait à la source de nombreuses difficultés pour les personnes et puis en même temps, bien entendu, il doit nous guider pour chercher les solutions. C'est compliqué. Les personnes qui nous le disent aussi, je rebondirai sur ce qui a été dit par Clément Gaz tout à l'heure, en fait, sur le fait que les MDPH ne prennent pas toujours les solutions qui seraient les plus adaptées pour les personnes. Les professionnels de MDPH nous le disent. En 2019, on avait fait une étude auprès des professionnels de MDPH sur leur façon de travailler et les difficultés qu'ils rencontraient dans le travail sur la PCH technique pour différentes catégories des techniques. Et très clairement, les outils numériques étaient ceux qui retenaient malheureusement le plus de suffrages négatifs sur les difficultés rencontrées. Enfin, c'est la seule catégorie pour laquelle on a eu un résultat au-dessus de 0 sur vous rencontrez toujours des difficultés pour savoir comment intervenir, comment en fait attribuer cette PCH technique. Donc là, c'est un premier point sur lequel vraiment il faut se pencher en disant que la complexité, parce que pour le coup, Fernando, moi je retiens le terme de complexité du regard que j'ai, la complexité que vous décrivez les uns et les autres, le besoin d'une veille, le besoin d'une formation des acteurs, elle arrive par ricochet auprès des financeurs et auprès des personnes, des professionnels qui vont devoir prendre les décisions sur le financement, sur la solvabilisation des aides techniques. Du coup, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour travailler le problème? Peut-être comment on fait demande de partir de cette difficulté, je ne suis pas sûre de moi, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Il faut le retraduire, il faut recommencer à travailler sur quel accompagnement pour les personnes, quel accompagnement pour arriver à quelle préconisation des aides techniques, mais aussi quel accompagnement dans l'utilisation du matériel. Vous l'avez clairement dit ce matin, c'est quelque chose qui a été vraiment dit dans le rapport qu'on a rendu avec Philippe de Normandie il y a 1 an maintenant. On a une iniquité de traitement et cette iniquité de traitement, on la retrouvera notamment sur la déficience visuelle et en fonction des territoires. Dans certains territoires, et la carte de France que vous avez montrée les uns les autres et tout à l'heure que tu as montré Ruben, on voit bien qu'il y a des zones qui sont assez couvertes et puis on sait aussi qu'il y a des départements dans lesquels on n'a pas ces compétences-là. Et puis, une fois qu'on a répondu à quel accompagnement, bien sûr, l'autre question, c'est comment et combien on solvabilise ces aides techniques-là. Et je vous propose en fait qu'on discute de ces 2 points-là tous ensemble. Le premier point, en fait, sur comment on accompagne, les propositions qui sont faites en ce moment, déjà, il faut avoir en tête que c'est des choses qui, aujourd'hui, dépassent la simple préconisation, dépassent simplement l'idée qu'il faut arriver à définir quelle est la bonne aide technique pour être sûr de ne pas se tromper dans le financement et qui vont vraiment dans comment on fait pour qu'une personne qui a un besoin particulier puisse, avec une aide technique, répondre à ce besoin-là. Donc, on est vraiment dans ce qui est recommandé dans les travaux de l'OMS, qui est de dire on s'inscrit dans une démarche de réadaptation et on s'inscrit dans un accompagnement global des personnes. Là, sur les travaux qu'on a en cours, on a une expérimentation d'accompagnement qui est basée sur des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques. On est sur une expérimentation sur 24 mois pour pouvoir après aller vers une généralisation. Et il faut avoir en tête qu'on a eu globalement un gros succès quand on a lancé l'appel à projet avec 112 réponses sur toutes les régions de métropole et puis de régions d'outre-mer. Et on a eu
des propositions très intéressantes de la part de structures accompagnant spécifiquement des personnes qui ont des troubles visuels. Et dans les 24 équipes qui sont retenues, on a une équipe qui accompagne exclusivement des personnes déficientes visuelles parce que c'est un établissement spécialisé qui porte le projet. Et puis, on a aussi 3 équipes qui sont portés par des gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux, parmi lesquels ils comptent des services ou établissements qui sont dédiés aux enfants ou adultes ayant des troubles visuels. Et enfin, on a des équipes qui sont dites polyvalentes. Là, avec cette variété d'expertise, on va dire, autour de la déficience visuelle qu'on a dans notre expérimentation Éclat, il y a 2 questions qu'on se pose sur la durée du projet. La première, et c'est la plus importante parce que c'est la base en fait de la suite des réflexions, c'est quoi l'accompagnement d'une personne déficiente visuelle en matière d'aide technique, puisque les éclats sont centrés sur les aides techniques, ils ne proposent pas de programme de rééducation par exemple, mais c'est quoi en fait l'accompagnement sur les aides techniques des personnes déficientes visuelles? C'est quoi un accompagnement de qualité? Quelles compétences on engage sur les outils numériques qui sont globalement jugés compliqués par les professionnels qu'on va retrouver en réadaptation? Qu'est-ce qu'il faut comme expérience, comme expertise, comme formation complémentaire, et puis comment on organise cet accompagnement. Donc, on a en fait nos équipes très spécialisées qui vont nous permettre de travailler à ces éléments-là. Et puis, bien sûr, on restera ouvert à tout ce qui peut être proposé par nos partenaires, par les gens qui sont intéressés par ces sujets-là. Et on sait qu'au niveau de la FAF et de la VH, on a du répondant quand on interroge ça. Et puis, on aura aussi, avec les discussions avec nos équipes polyvalentes, qui seront de dire comment, quand on est polyvalent, on peut apporter, on peut permettre de construire un accompagnement de bonne qualité sur la déficience visuelle. L'enjeu, il n'est pas de déposséder les gens qui ont une grande expertise de cette expertise-là, mais l'enjeu, il est sur des territoires dans lesquels on n'a pas de services ou d'établissements spécialisés en basse vision, de pouvoir apporter les compétences, de faire en sorte qu'on réduise, peut-être qu'on n'annulera pas, il faut rester quand même relativement humble, mais qu'on réduise l'inéquité territoriale qu'on a dans l'accompagnement des personnes déficientes visuelles. La question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que ces équipes polyvalentes sont un premier niveau d'accueil, un lieu en fait visible, reconnu par tous, notamment par les médecins traitants ou par les infirmières libérales, quand on pense aux personnes âgées qui ont des troubles de la vue après 70 ans, après 75 ans et qui ne seront plus dans les circuits de l'emploi ou de la scolarisation qui peuvent ouvrir à d'autres possibilités. Et comment en fait on peut avoir peut-être un premier point un peu générique? Est-ce que après il faut faire monter en compétence ces acteurs-là qui sont polyvalents? À partir de quelle population? C'est possible de le faire à partir de qu'est-ce qu'on a comme limite avec cette position-là? Et puis, si on ne fait pas ça, comment on peut, par de l'appui, de la téléexpertise, par exemple, de l'appui à distance, avoir les compétences expertes qu'on va retrouver sur les départements voisins, dans la capitale régionale, par exemple, qui vont venir à proximité des personnes, sans leur demander forcément de faire 300 ou 400 kilomètres. Il y a un vrai enjeu autour de ces questions-là. C'est des choses qu'on commence à mettre en débat avec les équipes qui sont retenues, qu'on commence à interroger, et puis qu'on aura probablement l'occasion d'interroger dans le COPIL ou dans d'autres groupes de travail. Bien entendu, à ça, il faudra intégrer la panoplie des solutions comme la veille, l'idée d'avoir des vidéos en français. Alors, pour le coup, merci Bénédicte pour la question, est-ce que les vidéos du CRED sont accessibles en France? Si elles le sont, on sera ravis de pouvoir informer les professionnels de nos réseaux et les professionnels des éclats de leur existence. La question de la graduation des soins, notamment la graduation des soins des soins de l'accompagnement sur le numérique. La question du numérique va concerner les personnes qui ont une déficience visuelle. Elle pourra aussi concerner d'autres publics. Comment on construit notre accompagnement très expert? Comment on construit notre veille? Est-ce qu'il faut la faire par type de besoin? Est-ce qu'il faut la faire par type de solution? Est-ce que c'est par public? C'est autant de questions qui sont ouvertes aujourd'hui en termes d'accompagnement. On n'a pas encore les réponses, on veut vraiment les construire collectivement. Par contre, les 2 lignes directrices qui conduisent nos travaux, c'est le fait que pour avoir un maillage de l'ensemble du territoire, pour éviter les iniquités territoriales, il faut vraiment penser les solutions de proximité comme le plus universel possible. Il ne faut pas commencer à vouloir… Alors, bien entendu, on met à part les possibilités ouvertes, comme ça a été présenté par Ruben tout à l'heure, mais quand on est en fait sur des besoins liés à la vie quotidienne, il ne faut pas commencer à découper en fonction de l'âge, il ne faut pas commencer à découper
Bref, si on découpe, on est sûr qu'il y aura des trous dans la raquette, on est sûr qu'il y a des personnes qui seront moins bien servies que d'autres. Et en travaillant ces solutions qu'on veut universelles, qu'on veut le plus large possible, il est important de veiller à avoir des attentions, des actions particulières pour les personnes qui ont des troubles sensoriels, pour les personnes qui ont des troubles psychiques ou cognitifs, par exemple, parce qu'on a un décalage dans l'accompagnement. Le gros avantage qu'on a sur la déficience visuelle, encore une fois, c'est qu'on a vraiment du répondant sur le terrain, on a vraiment des professionnels, des associations qui sont motivés et qui nous proposent des solutions concrètes. Donc, on est assez optimiste sur le fait de pouvoir réussir à construire un accompagnement qui soit mieux maillé sur le terrain et qui permet de mieux répondre aux personnes qui ont des déficiences visuelles. Maintenant, une fois qu'on a parlé de l'accompagnement, bien, la deuxième question qui se pose, c'est comment et combien on solvabilise finalement une fois qu'on a dit, OK, ben voilà, cette technique-là, cet outil numérique-là, il va marcher. Et comment on fait pour faire en sorte que la personne l'ait à sa disposition? Donc, un petit point de rappel. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à l'emploi. Il y a aussi les mises à disposition dans le cadre de l'éducation nationale. Moi, je propose qu'on regarde un petit peu plus ce qui se passe dans le reste le reste le reste de la vie, qui fait aussi le piment de la vie, toute la vie quotidienne, la vie de loisirs, ce qui est lié à la parentalité, la vie associative, etc., pour lesquels on a finalement pour les aides techniques 3 grands types de financement. Les financements des aides techniques au titre de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on le sait, sur la déficience visuelle, on a plutôt peu d'aides techniques pour les personnes déficientes visuelles. On va retrouver la canne blanche, on va retrouver les aides visuelles optiques et électroniques pour les personnes de moins de 20 ans et les filtres chromatiques pour les personnes de moins de 20 ans, si tant est qu'on les positionne en aide technique plutôt qu'en dispositifs médicaux autres que aide technique. Le deuxième axe de financement, ce sera par les prestations de droits spécifiques. Et là, les 3 grandes prestations qu'on va retrouver, bien sûr, ce sera les compléments à l'allocation éducation enfants handicapés, la PCH, la prestation de compensation du handicap, et l'APA pour les plus âgés. Aujourd'hui, on a en PCH des aides techniques qui sont inscrites, notamment des outils numériques qui sont inscrits dans l'arrêté de tarification. Et puis, il y a bien sûr en fait cette évolution de l'offre, le numérique qui change beaucoup, la question de comment on fait pour financer une aide technique et la question du financement de la formation pour utiliser la technique qui se pose aussi. Donc, il faut savoir qu'on a en cours un groupe de travail qui est centré sur les aides techniques à la communication dans le cadre de la PCH aide technique. Et là, sur les aides techniques à la communication, on a dit qu'il ne fallait pas couper. Et là, en fait, pour les propositions, moi, je vous propose qu'on distingue quand même 2 catégories, à savoir la communication alternative améliorée, qui sera pour toutes les personnes qui auront des troubles du langage ou de la parole, et puis, bien entendu, les outils d'aide à la communication en face à face ou à distance pour les personnes qui ont des troubles visuels ou auditifs et pour les personnes en situation de surdicécité, même si on déplore le faible nombre de solutions pour les personnes en situation de surdicécité, faible nombre de solutions techniques. Dans ce groupe de travail-là, dans lequel on a la chance d'avoir des retours de la FAF pour travailler sur la partie déficience visuelle, on va faire des propositions, chercher à travailler en fait qu'est-ce qui serait pertinent de faire évoluer dans l'arrêté de tarification de la PCH technique. Bien entendu, groupe de travail qui est conduit au niveau de la SANSA, on fait des propositions qu'on transmet après à la DGCS, donc à la Direction générale de la cohésion sociale, qui tire la plume au niveau réglementaire et qui elle-même en fait a un ensemble de contraintes à respecter pour l'écriture de textes réglementaires. Et l'autre point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après dans le cadre de l'APA. Dans le cadre de l'APA, malheureusement, on n'a pas de tarifs nationaux. Ce qu'on peut imaginer, c'est que les travaux qui sont conduits dans le cadre de la PCH peuvent aussi alimenter les réflexions sur la prise en charge dans le cadre de l'APA. Une fois qu'on a fait évoluer le cadre réglementaire, la question qu'il faut se poser pour boucler la boucle de l'accompagnement, de la formation, l'information des professionnels, c'est comment on s'assure que les professionnels qui travaillent en MDPH ont un niveau d'information en fait adéquat sur les aides techniques existantes, en sachant que c'est des professionnels auxquels on demande dans la très grande majorité des MDPH d'être très polyvalents, puisque en fait ils sont 1 ou 2 par MDPH, et c'est très très rare qu'on ait des professionnels qui soient dédiés uniquement aux personnes ayant des troubles sensoriels, par exemple. Donc la question se posera aussi d'accompagner les professionnels sur la base des travaux qui seront réalisés dans le groupe de travail pour pouvoir informer un petit peu plus de l'existant
et à plus long terme de comment on s'organise en mettant en synergie les forces, les travaux, l'ensemble des travaux qui ont été évoqués aujourd'hui pour s'assurer que sur la déficience visuelle et les outils numériques, deux sujets qui font un petit peu peur aux professionnels encore aujourd'hui, justement par rapport à cette complexité et par rapport à la polyvalence qu'on leur demande, pour avoir un niveau d'information qui reste de bonne qualité dans le temps. On a 5 bonnes minutes de questions. Donc, Pascal, je te passe la main. Oui, merci. Merci de cet exposé. Alors, je n'ai pas vraiment reçu de questions directes. En revanche, ça évoque chez moi des interrogations. Bon, dans mon expérience professionnelle, j'ai souvent formé des personnes voyantes dont le rôle était d'aider les déficients visuels à trouver le matériel, on parle de matériel qui leur convenait. J'ai souvent constaté que malheureusement, elles étaient en déficit de formation, non pas de leur propre chef, c'est simplement qu'il y en a certaines qui sont propulsées comme ça dans ce métier sans avoir vraiment été formées à ça. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans ces équipes d'accompagnement, entre autres pour les personnes qui s'occupent des préconisations, d'avoir des partenariats avec peut-être des associations, mais en tout cas des utilisateurs concernés. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où pour bien conseiller un produit, je pense qu'on peut dire qu'il faut au moins l'avoir utilisé et bien connaître le fonctionnement. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire des équipes, des binômes entre des personnes professionnelles, orthoptistes, ergothérapeutes, mais aussi des utilisateurs, donc dans le cas qui nous intéresse, des déficients visuels, qui pourraient justement aider ou peut-être aussi apporter des témoignages et en tout cas servir un peu de centre ressources. Est-ce que ça vous paraît envisageable ou complètement utopique ? Envisageable ou utopique, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas intéressant à explorer, oui. Oui, tout à fait. En fait, dans le cahier des charges des équipes éclat, on a prévu dans ce qu'on appelle les conditions souples, donc les choses sur lesquelles on est dans une position qui est plutôt exploratoire, de travailler en fait sur la place des pairs aidants dans l'utilisation des aides techniques. Et pas plus tard que jeudi dernier, on était en groupe de travail avec les équipes sur l'accès aux aides techniques d'essai et la question de s'appuyer sur les utilisateurs qui ont déjà certaines aides techniques, notamment des aides techniques plus atypiques ou des aides techniques pour lesquelles l'utilisation demande un savoir-faire, un apprentissage dans l'accompagnement au choix des personnes qui s'adressent aux éclats a été abordé. Après, est-ce que quand je botte en touche sur le envisageable ou utopique, c'est qu'on est en début d'expérimentation et justement, on attend des équipes qu'elles puissent tester ces hypothèses-là. Et là, on a les premiers points qui nous ont été dits, c'est intéressant quand on arrive à le faire, c'est génial. Par contre, pour le faire, ça demande en fait vraiment beaucoup de travail parce qu'il faut avoir un annuaire des personnes équipées qui souhaitent être père aidant ou voilà, je ne sais pas le terme qu'on retiendra à la fin. Il y a les travaux de la Croix-Rouge, notamment en fait sur la père aidance qui vont nous apporter ce contexte, ce cadrage plus large. Et donc en plus de cet annuaire qu'il faut faire, il faut le mettre à jour parce que parfois la personne, quand on la rappelle 3 mois après qu'elle a eu son aide technique, elle est d'accord, puis après sa situation peut bouger pour tout ce qui fait bouger la vie. Et puis, il faut rappeler les personnes situation par situation. Donc, pour l'instant, en fait, les équipes sont à dire, quand on y arrive, c'est génial. Par contre, on n'est pas encore très au clair sur comment on fait pour le construire et jusqu'où on pourra aller. Il y a vraiment cette idée d'explorer ce sujet-là avec les personnes directement concernées et puis avec les associations. Donc, on a vu quelques échanges. C'était pendant qu'on écrivait le cahier des charges d'éclat avec la VH qui nous parlait de leurs actions, notamment pour permettre aux personnes avançant en âge ayant des troubles visuels de continuer à lire. Donc, tous ces liens-là, en fait, bien sûr, on invite les éclats à le faire. Après, jusqu'où on ira en soi, dans le cadre de l'expérimentation, j'en sais rien, mais le fait qu'il faille inventer quelque chose pour être sûr d'accompagner de la meilleure façon possible les personnes qui ont des troubles visuels partout sur le territoire, ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a dans tous les départements des gens qui seront accompagnés des personnes sur un aménagement de logement lié à l'avancement en âge ou sur le choix d'une aide technique à la mobilité. Dans la plupart des situations, on saura trouver des réponses. Il y a quelques situations très spécifiques. On est un lendemain de Téléthon pour lesquelles, en fait, il y a des consultations multidisciplinaires qui sont mises en place dans les territoires, etc. Tout ça, c'est déjà construit. Et là, en fait, on voit qu'il faut qu'on arrive à mailler le territoire avec les ressources disponibles
Nous, on n'a pas de limite dans le cadre de l'expérimentation. On est preneur en fait de ce qui se passe et après, bien sûr, il faudra voir comment rendre tout ça faisable dans tous les départements de France, y compris les territoires ultramarins. Ok. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. Sur le chat, on a eu la question de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver les conclusions et on a eu la réponse également qui a été postée donc, sur l'adresse pour retrouver le rapport que vous venez de présenter. Certains d'entre nous n'ont pas vu passer l'information sur le chat. On a le lien pour aller le lire. Et peut-être sur Éclat, on a plusieurs articles, en fait, 2 articles qui ont été mis en ligne, dont un article, enfin une actualité du moins qui a été mise en ligne en août avec les équipes sélectionnées. Et là, on est en train de travailler à un annuaire des éclats. On va mettre l'annuaire des éclats sur le site de la CNSA, mais aussi sur le portail pour les personnes âgées.gouv et avec peut-être un petit décalage de phase pour des raisons qui sont uniquement informatiques sur mon parcours handicap. Et j'ai une question qui me vient aussi là en vous écoutant. Est-ce que ces équipes sont également en lien avec les établissements du type EHPAD, résidence senior, où il peut y avoir effectivement des demandes d'accompagnement? Parce que j'ai l'impression, enfin je me trompe peut-être, j'espère d'ailleurs que je me trompe, que les résidents de ces établissements ne connaissent pas toujours d'une part ce à quoi ils ont droit en termes de droits, mais également ce qui existe en termes de matériel. Et du coup, est-ce qu'il y a des relations envisagées entre ces équipes et ces établissements? Donc, toujours dans le cadre expérimental dans lequel on a posé un principe de subsidiarité, à savoir les équipes peuvent accompagner les personnes. Il n'y a pas de critères excluants, ni de critères d'âge, ni de critères d'accès à des prestations, ni de critères de lieu de vie. Par contre, il faut respecter le principe de subsidiarité. Si une personne est accueillie dans un établissement ou accompagnée par un service dans lequel on a des compétences pour travailler sur les techniques, il importera que ce soit ce service-là qui réalise en fait le travail d'accompagnement de la personne. Dans une résidence autonomie, par exemple, on peut imaginer qu'effectivement, il n'y a pas de professionnels de réadaptation, qu'il n'y a pas de professionnels qui connaissent bien la question des aides techniques. Les éclats peuvent tout à fait intervenir pour des personnes en résidence autonomie. En EHPAD, la question va se poser. Si on part du principe en fait, qu'on peut avoir du temps de rééducateur en EHPAD, on pourrait se dire normalement, les éclats n'interviennent pas. Reste que si on est sur une question qui a trait à la déficience visuelle et que les professionnels nous disent en fait, nous, sur la déficience visuelle, on n'a pas ces connaissances-là, on ne sait pas ce qui existe. On peut imaginer, en fait, bien sûr, que les équipes éclats interviennent pour répondre à ces besoins-là. Là, on est dans un champ exploratoire. On tirera après les conséquences de ça. On aimerait bien garder un accès qui soit le plus fluide possible. Après, bien entendu, il y aura des bornes qui pourraient être mises si on observe des glissements de tâches qui ne sont pas se souhaiter. Certains services, en fait, qui fonctionnent en file active ou dont les missions en fait, sont assez larges et qui désinvestiraient ce champ-là, puisque l'idée, c'est surtout pas de faire intervenir plus de personnes dans le parcours, plus de professionnels de service dans le parcours d'une personne, mais bien de pouvoir répondre aux besoins des personnes qui n'ont pas accès à ces compétences et services-là. Eh bien, je crois que j'ai toutes les réponses. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Cécile, pour cette présentation très, très utile des évolutions suite à la publication du rapport. On a bien conscience qu'il y a beaucoup de travail pour arriver à ce qu'il y ait une meilleure prise en compte des aides techniques concernant les personnes déficientes visuelles, mais le train est en marche, donc c'est plutôt rassurant pour nous tous. S'il n'y a pas plus de questions, je vous propose qu'on clôture cette première matinée.